Chaque matin, avant même que Louis XIV n'ouvre les yeux, une armée de 2000 personnes était déjà au travail. Leur mission, préparer des milliers de repas, sans réfrigérateur, sans eau courante, sans aucune des règles d'hygiène que nous connaissons aujourd'hui. Les cuisines étaient un enfer. Plus de 40 degrés, des enfants de 12 ans qui travaillaient 16 heures d'affilée, des plats qui parcouraient 400 mètres avant d'arriver sur la table royale, souvent froid. Mais le plus troublant, ce n'est pas ça. C'est que dans ce château d'abondance, certains mouraient de faim, d'autres mouraient à cause de ce qu'ils mangeaient, et un homme s'est même donné la mort parce que du poisson était en retard. Ce que vous allez découvrir sur les festins de Versailles va changer votre regard sur cette époque pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je vous révèle ce que les livres d'école n'ont jamais osé vous raconter. L'histoire commence maintenant. Nous sommes en 1685. Il est 4 heures du matin. Le soleil n'est pas encore levé. Sur Versailles, mais dans les entrailles du château, une armée est déjà en marche. Pas une armée de soldats, une armée de cuisiniers, de marmitons, de porteurs, de bouchers, de rôtisseurs. Plus de 500 personnes s'activent dans un espace souterrain que peu de visiteurs verront jamais. Les grandes cuisines, un monde à part, caché sous la splendeur des dorures et des miroirs. L'air est irrespirable. Les fourneaux ne s'éteignent jamais, ni le jour ni la nuit. La chaleur dépasse souvent les 40 degrés, même en plein hiver. La fumée des feux de bois se mêle à la vapeur des marmites, aux odeurs de viande rôtie, de graisse brûlée, de sueur humaine. Les murs suintent d'humidité. Le sol est glissant, couvert de graisse et de déchets. Et dans ce chaos organisé, des centaines d'hommes et d'enfants travaillent sans relâche. Car oui, il y a des enfants, beaucoup d'enfants. Les marmitons ont souvent 12, 13, 14 ans. Certains n'en ont que 10. Ils sont les plus bas dans la hiérarchie, ceux qui font les tâches les plus ingrates. Tourner les broches pendant des heures, porter des chaudrons brûlants, nettoyer les sols à genoux. Ils travaillent 16 heures par jour, parfois plus. Ils dorment sur place, entassés dans des recoins sombres, et recommencent le lendemain avant l'aube. Leurs mains sont couvertes de brûlures. Leurs pieds, souvent nus sur les dalles glacées ou brûlantes selon la saison, sont marqués de plaies qui ne guérissent jamais vraiment. Mais ils ne se plaignent pas. Parce que travailler aux cuisines de Versailles, même dans ces conditions, c'est échapper à la misère des campagnes. C'est avoir un toit, c'est survivre. Et au-dessus d'eux, une hiérarchie implacable veille à ce que tout fonctionne. La bouche du roi, c'est le nom officiel de cette organisation gigantesque, véritable État dans l'État, dont la seule mission est de nourrir le monarque et sa cour. À sa tête, un prince de sang, le grand maître de France. Sous ses ordres, une cascade de titres et de fonctions qui ferait pâlir n'importe quelle administration moderne. Les maîtres d'hôtel, les écuyers de cuisine, les officiers de bouche, les chefs des différents offices. Chacun a son domaine, ses responsabilités, ses privilèges. Et chacun surveille jalousement son territoire. Car les cuisines de Versailles ne sont pas un lieu de collaboration harmonieuse. Ce sont des arènes où se jouent des rivalités féroces. L'office du gobelet, qui gère les boissons du roi, méprise l'office de la panetterie, qui s'occupe du pain. Les rôtisseurs regardent de haut les sauciers. Les pâtissiers se considèrent comme des artistes au-dessus de la mêlée. Et tous ensemble, ils forment une machine d'une complexité stupéfiante, où le moindre grain de sable peut provoquer une catastrophe. Mais la vraie difficulté n'est pas humaine, elle est logistique. Imaginez un instant ce que signifie nourrir 10 000 personnes chaque jour. Pas une fois, pas pour une fête exceptionnelle. Chaque jour, sans interruption, pendant des décennies. Les chiffres donnent le vertige.
Chaque semaine, plus de 500 moutons sont abattus pour Versailles, des centaines de veaux, des milliers de volailles, des tonnes de gibier arrivent des forêts royales, cerfs, sangliers, faisans, perdrix, lièvres. Le poisson afflue des côtes normandes et bretonnes, transporté jour et nuit par des cavaliers spéciaux qu'on appelle les chasse-marées. Les légumes viennent des potagers du roi, mais aussi des marchés de Paris et des fermes d'Île-de-France. Les fruits arrivent des vergers royaux ou des serres chauffées où l'on fait pousser des oranges en plein hiver. Et tout cela doit arriver frais, ou du moins le plus frais possible, dans un monde sans camions frigorifiques, sans conservateurs chimiques, sans aucune des technologies que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Comment fait-on pour conserver la viande quand il n'existe pas de réfrigérateur? On utilise le sel, beaucoup de sel. On marine, on fume, on sèche. Mais le sel est un produit de luxe, lourdement taxé par la gabelle, l'impôt le plus détesté de France. Alors on utilise aussi le froid naturel. Des glacières immenses, creusées sous terre, sont remplies chaque hiver de blocs de glace récoltés sur les étangs gelés. Cette glace, soigneusement isolée sous des couches de paille et de terre, peut durer plusieurs mois. Parfois, quand l'hiver a été doux et que les réserves s'épuisent, on fait venir de la glace des Alpes ou même de Suisse. Le coût est astronomique, mais le roi doit manger. Et quand toutes ces précautions ne suffisent pas, il reste une dernière solution, la vitesse. Les animaux sont souvent abattus quelques heures seulement avant d'être cuisinés. Les chasse-marées qui transportent le poisson de mer galopent sans relâche, relayés par des chevaux frais à chaque étape. Ils parcourent plus de 200 km en moins de 24 heures. Quand ils arrivent à Versailles, épuisés, couverts de poussière, leurs paniers de paille humide contiennent des poissons qui, quelques heures plus tôt, nageaient encore dans la Manche. Mais malgré tous ces efforts, malgré cette organisation titanesque, une partie des denrées arrive déjà corrompue. La viande a tourné, le poisson sent mauvais, les légumes sont flétris, et c'est là qu'intervient le véritable génie des cuisiniers de Versailles. Ils ont appris à masquer, à dissimuler, à transformer. Les sauces puissantes, chargées d'épices et d'aromates, ne sont pas seulement des raffinements gastronomiques. Elles servent à couvrir le goût de la viande qui commence à se gâter. Les marinades au vinaigre et au vin ne sont pas seulement des techniques de préparation. Elles ralentissent la corruption et tuent certaines bactéries, même si personne à l'époque ne sait ce qu'est une bactérie. Les cuissons prolongées, les ragoûts longuement mijotés, les viandes braisées pendant des heures ne sont pas seulement des choix culinaires. Ils permettent de rendre comestible ce qui, autrement, aurait dû être jeté. Ce que nous appelons aujourd'hui la grande cuisine française, cette tradition qui fait la fierté de notre pays, est née en partie de cette nécessité. L'art de sublimer l'imparfait, de transformer la contrainte en élégance, de faire d'un problème sanitaire une révolution gastronomique. Mais cette alchimie a ses limites. Et parfois, malgré tout le talent des cuisiniers, malgré toutes les précautions, le danger passe à travers les mailles du filet. Et ce danger porte un nom que personne, à Versailles, ne connaît encore. Un nom qui ne sera découvert que 2 siècles plus tard, grâce aux travaux d'un certain Louis Pasteur. Ce danger, c'est l'invisible. Les microbes, les bactéries, les agents pathogènes qui prolifèrent tout dans la chaleur, dans l'humidité, dans les aliments mal conservés. Et à Versailles, ce danger tue. On les appelait les fièvres de cour, un terme vague, presque poétique, qui recouvrait une réalité bien plus sombre. Des courtisans qui s'effondraient après un banquet, des serviteurs pris de convulsions dans la nuit, des princes alités pendant des semaines avec des douleurs au ventre si violentes qu'ils croyaient mourir. Et parfois, ils mouraient vraiment. Les médecins de l'époque ne comprenaient pas. Ils parlaient de miasmes, ces vapeurs invisibles qui, croyait-on, transportaient les maladies. Ils accusaient l'air vicié des salons bondés, les exhalaisons des marécages voisins,
les humeurs déséquilibrées du corps. Personne ne soupçonnait la nourriture. Personne ne pouvait imaginer que les festins somptueux de Versailles, ces repas dignes des dieux, pouvaient être des armes silencieuses. En 1688, une série de maladies frappe la cour après un grand souper. Les symptômes sont toujours les mêmes. Douleurs abdominales fulgurantes, vomissements incontrôlables, diarrhée qui vide le corps de ses forces, fièvre qui monte, qui ne redescend pas. Plusieurs courtisans restent alités pendant des semaines. Certains ne s'en remettent jamais complètement. Les médecins prescrivent des saignées, des purges, des lavements, des traitements qui, souvent, aggravent l'état des malades au lieu de les soulager. Mais personne ne fait le lien. Personne ne regarde du côté des cuisines. Personne ne se demande si le gibier servi ce soir-là n'avait pas attendu un peu trop longtemps dans la chaleur, si le poisson n'avait pas voyagé un jour de trop, si la sauce n'avait pas été réchauffée une fois de plus pour masquer une odeur suspecte. Et puis il y a une autre peur. Une peur qui hante Louis XIV depuis des années. Une peur qui le réveille parfois en pleine nuit, couvert de sueur froide. La peur du poison. L'affaire des poisons a éclaté quelques années plus tôt, entre 1677 et 1682. Une affaire qui a secoué la France entière et révélé des horreurs que personne n'aurait imaginées. Des aristocrates de haut rang, des proches de la cour, impliqués dans des réseaux d'empoisonneurs, des messes noires célébrées dans des caves parisiennes, des nourrissons sacrifiés. Et au centre de tout cela, l'arsenic, la poudre de succession comme on l'appelait, un poison incolore, inodore, presque indétectable, qui permettait de se débarrasser d'un mari encombrant, d'un rival gênant, d'un héritier qui tardait à mourir. Plus de 30 personnes ont été exécutées, des centaines d'autres ont été emprisonnées ou exilées, et Louis XIV a découvert avec horreur que le poison circulait jusque dans les couloirs de Versailles, que des femmes qu'il côtoyait chaque jour, qu'il avait peut-être aimées, avaient trempé dans ces crimes abominables. Depuis cette affaire, le roi vit dans la terreur. Chaque repas est une épreuve. Chaque plat qui arrive sur sa table pourrait contenir sa mort. Alors, il a mis en place un système de protection d'une complexité inouïe. Chaque mets destiné au roi doit être goûté, pas une fois, plusieurs fois, par plusieurs personnes différentes. D'abord, par l'officier de bouche qui a supervisé la préparation, puis par le gentilhomme servant qui apporte le plat, puis par l'écuyer de cuisine qui le présente. Chacun doit porter le morceau à sa bouche, mâcher, avaler et attendre. Si au bout d'une demi-heure, aucun symptôme ne se déclare, le plat peut enfin être servi à Sa Majesté. Ces hommes, on les appelle les essayeurs. Leur fonction est officiellement un honneur, une marque de confiance royale. Mais dans les faits, c'est une condamnation. Ils savent que chaque bouchée pourrait être la dernière. Pas nécessairement à cause d'un assassin, mais à cause de la corruption naturelle des aliments que personne ne maîtrise vraiment. Imaginez leur quotidien. 3 fois par jour, parfois plus, ils doivent goûter des dizaines de plats, et à chaque fois, cette attente interminable. Cette demi-heure où le moindre gargouillis d'estomac devient une sentence de mort. Cette angoisse sourde qui ne les quitte jamais. Certains finissent par développer des troubles nerveux. D'autres refusent en fait de manger, en dehors de leur service, comme si leur corps ne pouvait plus supporter l'idée même de nourriture. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que leur sacrifice ne protège de rien, parce que les vrais dangers de la table de Versailles ne viennent pas d'un empoisonneur, ils viennent de l'invisible, de ce que personne ne peut goûter, ni voir, ni sentir, des bactéries qui prolifèrent dans un monde sans hygiène, car l'hygiène, à Versailles, est un concept qui n'existe pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les cuisiniers travaillent à main nue. Ils touchent la viande crue, puis les légumes, puis le pain, sans jamais se laver les mains entre chaque geste. L'eau est rare et précieuse. On ne la gaspille pas pour des ablutions inutiles. Les plans de travail sont nettoyés sommairement, quand ils le sont.
Les ustensiles passent d'une préparation à l'autre sans être désinfectés. Les torchons servent pendant des jours, accumulant graisse et résidus. Et puis il y a les animaux, les nuisibles qui prospèrent dans ce royaume de nourriture. Les rats courent entre les jambes des marmitons. Les mouches se posent sur les viandes exposées. Les cafards pullulent dans les recoins sombres. On les chasse quand on les voit, mais on ne peut pas les voir tous. Et on ne peut certainement pas les éliminer. Dans ce contexte, les intoxications alimentaires ne sont pas des accidents. Elles sont une certitude statistique, une fatalité acceptée, même si elle n'est pas comprise. On tombe malade, on se rétablit si on a de la chance, on meurt si on n'en a pas. Et la vie continue. Les cuisines continuent de tourner. Les festins continuent d'être servis. Le roi continue de manger. Parce que la machine ne peut pas s'arrêter. Jamais. 10 000 bouches à nourrir chaque jour. C'est une obligation absolue, un impératif qui ne souffre aucune exception. Que le roi soit malade, la cuisine tourne. Qu'une épidémie frappe les serviteurs, la cuisine tourne. Qu'un incendie ravage une partie des fourneaux, on répare dans la nuit et la cuisine tourne encore. Pour y parvenir, Versailles a créé une organisation sans précédent. 7 offices distincts, chacun spécialisé dans un domaine précis. Le gobelet s'occupe exclusivement des boissons du roi, de l'eau à servir jusqu'au vin le plus précieux. La cuisine-bouche prépare les repas personnels du monarque. La panetterie gère le pain et le couvert. Les chansonneries supervisent les caves et les vins. Le fruitier s'occupe des fruits, des confitures et des desserts. La cuisine commun nourrit les courtisans et les serviteurs. Et le garde-manger conserve les provisions et gère les stocks. 7 empires dans l'empire. 7 hiérarchies parallèles qui se croisent, collaborent et s'affrontent. Car les rivalités entre offices sont légendaires. Chaque chef défend son territoire avec une férocité qui n'a rien à envier aux intrigues de la cour. Les conflits éclatent régulièrement pour une question de préséance, pour un ingrédient contesté, pour un serviteur débauché par un office rival. Et au milieu de ces guerres intestines, une vérité demeure. La machine tourne, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Mais ce coût, justement, qui le paie vraiment? Chaque jour, à une heure précise, un spectacle extraordinaire se déroule dans les appartements royaux. Un rituel que toute l'Europe observe avec fascination et envie. Le grand couvert, le repas public du roi de France. Louis XIV s'assoit seul à une table, dressé face à la foule. Autour de lui, des centaines de courtisans se pressent, debout, silencieux, les yeux fixés sur chaque geste du monarque. Ils ne mangent pas, ils regardent. Ils observent le roi porter la nourriture à sa bouche, mâcher, avaler, boire. Chaque mouvement est scruté, analysé, commenté ensuite dans les salons. Qui le roi a-t-il regardé pendant qu'il mangeait? À qui a-t-il adressé un mot? Ces détails infimes peuvent abfaire ou défaire une carrière à la cour. Le grand couvert est un spectacle de pouvoir absolu, une démonstration de majesté conçue pour impressionner. Sur la table, les plats s'accumulent dans une profusion obscène. Des dizaines de mets différents, présentés dans des assiettes d'or et d'argent, disposés selon un ordre protocolaire rigoureux. Viande rôtie, poisson en sauce, volaille farcie, légumes en pyramide savamment construites, fruits exotiques, pâtisserie monumentale. Tout est là pour proclamer un message simple. Le roi de France est le plus puissant monarque du monde, et sa table est à l'image de sa grandeur. Voilà ce que la propagande montre. Voilà l'image que Versailles veut graver dans les esprits. Mais la réalité, celle que les gravures officielles ne représentent jamais, est bien différente. D'abord, il y a le problème de la température. Les cuisines sont situées dans le grand commun, un bâtiment séparé du château principal par plus de 400 mètres de couloirs, d'escaliers, de passages couverts. 400 mètres que les plats doivent parcourir, portés par des serviteurs qui avancent aussi vite que le permet l'étiquette. En été, la chaleur transforme cette traversée en course contre la montre. En hiver, le froid glacial des couloirs non chauffés refroidit les mets en quelques minutes. Le duc de Saint-Simon
ce témoin impitoyable de la vie à Versailles, l'a noté dans ses mémoires avec une précision cruelle. Le roi mangeait prodigieusement, et cependant tout lui arrivait refroidi, ayant si loin à venir. Louis XIV, le monarque le plus puissant d'Europe, celui devant qui les nations tremblaient, mangeait froid, presque tous les jours de sa vie. Et puis il y a l'odeur, car le grand couvert ne se déroule pas dans une salle vide et aseptisée. Des centaines de personnes se pressent dans un espace confiné, des corps qui transpirent sous les lourds vêtements de cour, des perruques poudrées qui dégagent des effluves de graisse et de parfums bon marché, des haleines chargées par une hygiène dentaire inexistante. Pour couvrir ces odeurs, on brûle des parfums entêtants dans des cassolettes disposées aux quatre coins de la pièce. Mais le résultat est souvent pire, un mélange écœurant de musc, de sueur, de fumée et de nourriture qui prend à la gorge. Dans ces conditions, l'appétit du roi tient du prodige. Et quel appétit! Saint-Simon encore, qui ne manquait jamais une occasion d'observer, a décrit les repas de Louis XIV avec une stupéfaction non dissimulée. 4 pleines assiettes de potages différents, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, du mouton au jus et à l'ail, 2 bonnes tranches de jambon, une assiette de pâtisserie, et pour finir, des fruits et des œufs durs. Cette gourmandise légendaire a fait la réputation du roi. Mais elle a aussi détruit sa santé. Les médecins de la cour ont dû lui arracher la quasi-totalité de ses dents pour soigner des abcès à répétition. Résultat, Louis XIV ne pouvait plus mâcher correctement. Il avalait ses aliments en gros morceaux, ce qui aggravait encore ses problèmes digestifs. L'homme qui présidait les plus somptueux festins d'Europe souffrait de maux d'estomac chroniques, de flatulences embarrassantes, de constipation douloureuse. L'abondance de sa table était littéralement en train de le tuer à petit feu. Mais au moins, le roi mangeait, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à Versailles, car derrière la façade dorée du grand couvert, derrière les montagnes de nourriture étalées sur la table royale, se cachait une autre réalité, celle d'une hiérarchie alimentaire impitoyable où la place de chacun déterminait ce qu'il avait le droit de manger. Au sommet, la table du roi, les mets les plus raffinés, les produits les plus frais, les préparations les plus élaborées. Juste en dessous, les tables des princes du sang, presque aussi somptueuses. Puis, les tables des officiers supérieurs, respectables mais déjà moins variées. Puis, les tables communes, où les courtisans de rang inférieur se contentaient de plats souvent médiocres. Et tout en bas, les restes. Le système des restes était une institution à part entière. Ce que le roi ne mangeait pas, ce qui restait sur la table royale après le service, était récupéré et redistribué selon une hiérarchie stricte. Les meilleurs morceaux allaient aux officiers de bouche, en récompense de leur travail. Puis, les restes des restes descendaient l'échelle sociale, de grade en grade, jusqu'aux serviteurs les plus humbles. Mais voici le détail que l'histoire officielle préfère oublier. Certains officiers de bouche avaient le droit de revendre les restes de la table royale. Un commerce parallèle florissait où des aubergistes parisiens achetaient ces reliefs prestigieux pour les servir à leurs clients. Des bourgeois payaient cher le privilège de manger ce que Louis XIV avait dédaigné. Ils croyaient goûter à la grandeur royale. Ils mangeaient des restes souvent vieux de plusieurs heures, manipulés par des dizaines de mains, transportés dans des conditions douteuses. Et pendant ce temps, ceux qui faisaient réellement tourner la machine crevaient de faim. Les marmitons, les portefaix, les laveurs de vaisselle, les tourneurs de broches, tous ces anonymes qui travaillaient 16 heures par jour dans la fournaise des cuisines, survivaient avec des rations minimales. Quelques morceaux de pain, un peu de bouillon, parfois un morceau de viande quand il en restait, ce qui arrivait rarement. Ils passaient leur journée à préparer des festins somptueux sans jamais y goûter. Ils manipulaient des quantités de nourriture qui auraient pu nourrir des villages entiers, tout en ayant le ventre vide. Certains n'y tenaient plus. Ils volaient.
un morceau de viande glissé dans une poche, une poignée de fruits dérobée au passage, une tranche de pain cachée sous une chemise. Le risque était immense. Les punitions pour vol étaient terribles. En 1690, un jeune marmiton a été surpris en train de manger un morceau de viande destiné à la table d'un prince. Il a été fouetté publiquement devant ses camarades, puis chassé du château sans un sou. Son crime, avoir eu faim au milieu de l'abondance. Versailles était un palais de paradoxes, un lieu où l'on mourait parfois d'avoir trop mangé et souvent de n'avoir pas mangé assez. Un lieu où la nourriture était à la fois omniprésente et inaccessible, selon la place que le hasard de la naissance vous avait assignée. Et personne, à l'époque, ne trouvait cela choquant. Nous sommes en avril 1671, pas à Versailles cette fois, mais à Chantilly, le magnifique château du Grand Condé. Pourtant, ce qui va se passer ici incarne mieux que tout la pression insoutenable qui pesait sur ceux qui servaient les grands. Une pression qui pouvait broyer un homme, une pression qui allait tuer. Louis de Bourbon, prince de Condé, est l'un des personnages les plus fascinants de son époque. Général de génie, héros de la bataille de Rocroi, à seulement 22 ans, il a ensuite commis l'impardonnable, se rebeller contre le roi pendant la Fronde. Pendant des années, il a combattu les armées royales, allant jusqu'à s'allier avec l'Espagne, l'ennemi juré de la France. Puis, il s'est soumis. Louis XIV l'a gracié, mais la confiance n'est jamais vraiment revenue. Condé vit depuis dans une sorte de purgatoire doré, toléré à la cour, mais jamais tout à fait pardonné. En ce printemps de 1671, le prince a une idée qui pourrait tout changer. Il va inviter le roi à Chantilly pour une fête somptueuse. 3 jours de réjouissance, de chasse, de spectacles, de banquets. 3 jours pour prouver sa loyauté, son dévouement, sa magnificence. 3 jours pour reconquérir définitivement la faveur royale. Pour organiser cet événement colossal, Condé fait appel au meilleur, François Vatel, un homme dont la réputation n'est plus à faire. On dit de lui qu'il est capable de transformer n'importe quelle réception en chef-d'œuvre, qu'il a un sens de l'organisation qui confine au génie, qu'il anticipe chaque problème avant même qu'il ne survienne. Vatel n'est pas un simple cuisinier, il est maître d'hôtel, ce qui signifie qu'il supervise tout. Les menus, bien sûr, mais aussi le service, la décoration, la logistique, les divertissements. Tout repose sur ses épaules. Et quel poids sur ses épaules! 3000 invités sont attendus. Le roi lui-même, la reine, toute la cour. Pendant 3 jours, il faudra les nourrir, les divertir, les émerveiller. La moindre erreur serait une catastrophe. Un plat raté, un service en retard, une table mal dressée. Et c'est la disgrâce pour Condé. Des années d'efforts pour retrouver la faveur royale, anéantie en un instant. Vatel le sait. Il le sait mieux que personne. Alors il travaille. Il travaille jour et nuit, pendant des semaines. Il vérifie chaque détail, contrôle chaque livraison, supervise chaque préparatif. Il dort à peine quelques heures par nuit. Il mange debout, entre 2 ordres à donner. Ses serviteurs le voient s'agiter comme un possédé, les yeux rougis par la fatigue, le visage creusé par l'anxiété. Le premier jour de la fête arrive. Tout commence bien. La chasse est magnifique, le temps est clément, le roi semble de bonne humeur. Mais le soir, lors du souper, un incident se produit. Il manque de la viande rôtie à 2 tables. Pas les tables principales, non, des tables secondaires, où sont assis des courtisans de rang inférieur. Personne d'important ne s'en aperçoit vraiment, personne sauf Vatel. Pour lui, c'est un échec impardonnable. Il a failli, il n'a pas été à la hauteur. Peu importe que le reste du repas soit parfait. Peu importe que le roi n'ait manqué de rien. Ces 2 tables sans viande sont une tache sur son honneur. Cette nuit-là, Vatel ne dort pas. Il arpente les couloirs de Chantilly comme un fantôme, ressassant son erreur, imaginant le mépris des courtisans, la déception de Condé. Le 2e jour se passe sans encombre majeur. Mais Vatel est au bord de l'effondrement. Il n'a pas dormi depuis des jours.
Son esprit commence à vaciller et une nouvelle angoisse l'envahit, le poisson. Pour le 3e jour, il a prévu un grand repas de poissons de mer, un luxe suprême à cette époque où les côtes sont si loin. Il a passé commande auprès des ports normands. Des charrettes doivent arriver pendant la nuit, chargées de poissons frais transportés dans la paille humide. Vatel attend. Il attend toute la nuit, guettant le bruit des charrettes sur les pavés. À 4 heures du matin, un premier convoi arrive enfin. Mais quand Vatel inspecte le chargement, son sang se glace. 2 petites charrettes, c'est tout. Une quantité dérisoire, ridicule, qui ne suffira jamais pour 3000 convives. Vatel interpelle le livreur. C'est tout ce qu'il y a. Le livreur, épuisé par sa course de nuit, ne comprend pas la question. Il répond oui, c'est tout. Il ne sait pas que d'autres charrettes sont en route. Il ne sait pas que ce qu'il transporte n'est que la première partie d'une livraison échelonnée. Il ne sait pas que dans quelques heures, des dizaines d'autres convois arriveront, chargés de poissons en quantité suffisante pour nourrir une armée. Mais Vatel ne le sait pas non plus, et dans son esprit épuisé, torturé par des jours sans sommeil, une certitude s'impose. Il a échoué. Le poisson ne viendra pas. Le repas sera un désastre. Condé sera humilié devant le roi. Et lui, Vatel, sera responsable de tout. Ce qu'il fait ensuite, nous le connaissons par le témoignage de Madame de Sévigné, qui a raconté la scène dans une lettre célèbre à sa fille. Vatel monte dans sa chambre. Il cale son épée contre la porte et il se jette dessus. 3 fois. Les 2 premières fois, la lame ne fait que le blesser. La 3e fois, elle lui transperce le cœur. Quand on le découvre, quelques minutes plus tard, les charrettes de poissons commencent à arriver. 1, puis 2, puis 10, puis 20. La livraison est complète. Le repas pourra avoir lieu. Le problème que Vatel croyait insurmontable n'existait pas. Madame de Sévigné raconte la suite avec cette élégance froide qui caractérise son époque. On informe Condé de la mort de son maître d'hôtel. Le prince est affecté, sincèrement. Mais la fête doit continuer. On trouve quelqu'un pour remplacer Vatel. Le repas de poisson est servi. Le roi mange. Les courtisans applaudissent. Et la vie reprend son cours, comme si rien ne s'était passé. Voilà ce que l'histoire a retenu de Vatel. L'homme qui s'est tué parce que le poisson était en retard. On en a fait une légende de perfectionnisme, presque une figure romantique. L'artiste qui préfère mourir plutôt que de décevoir. Mais cette lecture-là est trop simple, elle passe à côté de l'essentiel. Vatel n'est pas mort par perfectionnisme. Il est mort parce que le système dans lequel il vivait ne lui laissait aucune marge d'erreur, aucune compassion, aucun pardon. Dans ce monde-là, l'honneur d'un serviteur dépendait entièrement du plaisir de son maître. Un échec, même minime, même imaginaire, pouvait détruire une vie entière. Vatel n'a pas supporté l'idée d'avoir failli parce qu'il savait que cette faute, réelle ou supposée, le définirait pour toujours. Il serait celui qui avait gâché la fête du grand Condé, celui qui avait humilié son maître devant le roi. Cette étiquette, il ne pourrait jamais s'en défaire. Alors il a choisi la mort, une mort qui, ironiquement, lui a valu l'immortalité, mais une immortalité amère, construite sur un malentendu, car la vraie leçon de Vatel n'est pas celle du génie sacrifié sur l'autel de l'art, c'est celle d'un homme broyé par un système qui ne voyait pas les êtres humains, qui ne voyait que des fonctions, des services, des utilités, un système où l'on pouvait mourir pour du poisson en retard et où personne ne trouvait cela vraiment surprenant. Que nous apprend vraiment Versailles? Au-delà des anecdotes sur les cuisines, au-delà des histoires de poissons et de viandes avariées, au-delà même de la tragédie de Vatel, que révèle ce château sur l'époque qu'il a construit. Versailles était la France en miniature, un concentré de toutes ses grandeurs et de toutes ses misères. Le gouffre entre l'abondance de la table royale et la faim des marmitons reflétait exactement le gouffre entre l'aristocratie et le peuple.
D'un côté, des festins où l'on servait plus de nourriture qu'aucun homme ne pouvait en manger. De l'autre, des campagnes où les paysans mouraient trop de faim quand les récoltes étaient mauvaises. D'un côté, des courtisans qui jetaient ce qu'ils ne finissaient pas. De l'autre, des enfants qui travaillaient 16 heures par jour pour quelques miettes de pain. Cette tension, ce contraste insoutenable, allait un jour exploser. Un siècle après la mort de Louis XIV, la Révolution française balayerait tout, les palais, les privilèges, les hiérarchies, et parmi les griefs du peuple, parmi les colères accumulées pendant des générations, il y aurait celle-ci. Pendant que nous crevions de faim, il festoyait. Versailles n'a pas causé la Révolution à lui seul, mais il en est devenu le symbole. L'incarnation parfaite d'un système qui avait oublié que ceux qui servent sont aussi des êtres humains. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, c'est dans ce chaos organisé qu'est née l'une des plus belles traditions françaises, la grande cuisine, cet art qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays, qui attire des millions de touristes, qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Cet art est né dans les cuisines de Versailles et des grandes maisons aristocratiques. Il est né de la nécessité de transformer des contraintes en élégance, de masquer la corruption des aliments par des sauces savantes, de sublimer l'imparfait par le génie et le travail. Les techniques développées à cette époque, les recettes inventées, les principes de présentation élaborés, tout cela a posé les bases d'une tradition qui perdure. Quand vous mangez aujourd'hui dans un grand restaurant français, quand vous admirez la précision d'un dressage, la complexité d'une sauce, l'équilibre d'un menu, vous êtes les héritiers de ces cuisiniers anonymes qui travaillaient dans la chaleur et la fumée il y a 3 siècles. Ils ne le savaient pas, mais ils inventaient un art né de la souffrance et de l'ingéniosité, comme tant de belles choses. Et puis il y a eu les premières prises de conscience, quelques voix isolées qui commençaient à s'élever pour critiquer les conditions sanitaires, des médecins qui établissaient timidement des liens entre certaines maladies et la nourriture, des esprits curieux qui se demandaient pourquoi les gens tombaient malades après certains repas et pas après d'autres. Ces questionnements étaient encore balbutiants, souvent ignorés, parfois moqués, mais ils plantaient des graines. Il faudrait attendre encore 2 siècles et les découvertes de Louis Pasteur pour que l'hygiène alimentaire devienne une science, pour qu'on comprenne enfin ce qui tuait dans l'ombre, pour qu'on apprenne à se protéger de l'invisible. Aujourd'hui, quand nous ouvrons notre réfrigérateur, quand nous lisons les dates de péremption sur les emballages, quand nous nous lavons les mains avant de cuisiner, nous accomplissons des gestes qui auraient semblé incompréhensibles aux cuisiniers de Versailles, des gestes qui sauvent des vies chaque jour sans que nous y pensions, des gestes qui sont le fruit de siècles de souffrances, d'erreurs, de morts évitables et finalement de découvertes. Mais il reste une question, celle des oubliés. La prochaine fois que vous visiterez Versailles, prenez un moment pour vous arrêter dans la galerie des glaces. Fermez les yeux. Essayez d'entendre, par-delà les siècles, le bruit lointain des cuisines, les cris des chefs qui donnent leurs ordres, le fracas des casseroles sur les fourneaux, les pas des marmitons épuisés qui courent dans les couloirs. Essayez d'imaginer ces milliers de personnes qui s'activaient chaque jour pour que le spectacle puisse avoir lieu. Nous connaissons le nom de Louis XIV. Son visage est partout, dans les musées, dans les livres d'histoire, sur les pièces de monnaie de son époque. Nous connaissons le nom de Vatel, grâce à sa mort tragique qui l'a fait entrer dans la légende. Nous connaissons les noms des grands cuisiniers qui ont laissé des écrits, des recettes, des traités. Mais les autres, les milliers d'autres, les enfants de 12 ans qui tournaient les broches du matin au soir, leurs petits bras douloureux à force de répéter le même geste. Les femmes qui lavaient bas la vaisselle dans des baquets d'eau froide jusqu'à ce que leurs mains se crevassent et saignent. Les hommes qui portaient des charges écrasantes dans des couloirs sombres et mal aérés. Les vieux serviteurs qui continuaient
à travailler malgré leur dos brisé parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Tous ceux-là, leurs noms ont disparu. L'histoire les a avalés, comme elle avale toujours les petits, les humbles, les sans-voix, et pourtant, sans eux, pas de Versailles, sans leurs mains brûlées, pas de festins royaux, sans leur sueur, pas de gloire. Ils étaient le véritable fondement du château, aussi invisible et aussi indispensable que les fondations de pierre sur lesquelles reposent les dorures et les miroirs. Aujourd'hui, nous avons des réfrigérateurs, des normes sanitaires, des inspections, des droits du travail. Et pourtant, derrière chaque grand restaurant, derrière chaque banquet officiel, derrière chaque réception d'État, il y a toujours une armée invisible, des cuisiniers qui travaillent dans la chaleur des fourneaux modernes, des serveurs qui sourient malgré la fatigue et les pieds douloureux, des plongeurs qui finissent leur service à l'aube quand les clients sont rentrés chez eux depuis longtemps. La technologie a changé, les conditions se sont améliorées, mais la structure fondamentale demeure étrangement familière. Les uns festoient, les autres servent. Ce que Versailles nous enseigne peut-être, c'est que la grandeur a toujours un coût, et que ce coût est rarement payé par ceux qui en récoltent la gloire. Les rois mangent, les serviteurs travaillent, les premiers entrent dans l'histoire, les seconds disparaissent dans l'oubli. C'était vrai au XVIIe siècle, c'est encore vrai aujourd'hui, même si nous préférons ne pas y penser. À nous, peut-être, de nous en souvenir, de regarder, la prochaine fois que nous sommes servis, ceux qui nous servent, de voir, derrière le plat qui arrive sur notre table, toutes les mains qui l'ont préparé, transporté, présenté, de nous rappeler que le confort des uns repose toujours, d'une manière ou d'une autre, sur le travail des autres. Le soleil se couche sur Versailles. Les derniers touristes quittent le château, fatigués mais émerveillés. Dans les jardins déserts, une lumière dorée s'attarde sur les fenêtres du grand commun, ce bâtiment que personne ne visite, ce bâtiment où, il y a 3 siècles, des milliers de mains invisibles faisaient tourner la plus grande machine à nourrir que l'Europe ait jamais connue. Leurs noms sont perdus, mais leur histoire méritait d'être racontée.